Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette suite de la série de vidéos sur les séries de Fourier. Donc dans cet épisode, je vais vous parler d'espaces pré-hilbertiens, vous voyez, donc il y aura des produits scalaires, etc. Donc je vais empiéter un petit peu sur le cours de forme bilinéaire, que j'ai pas encore fait, mais enfin bref. On va refaire ce dont on a besoin pour démontrer l'inégalité de Bessel, qui est la première étape pour démontrer tous les théorèmes sur les séries de Fourier que je vous ai annoncés dans la vidéo précédente. Alors, que va-t-on trouver dans cette vidéo? Je vais vous expliquer ce que c'est qu'un produit scalaire de façon très générale. Voilà, je vais vous définir les espaces pré-hilbertiens, je vais reparler de l'inégalité Cauchy-Schwarz. Alors ça, j'ai déjà fait une vidéo dessus, donc je ne vais pas refaire les détails. Si vous ne l'avez pas vu, eh bien, c'est une bonne occasion, ce sera une bonne occasion d'aller la voir. Ensuite, donc, on va parler de normes, du théorème de Pythagore. Vous verrez que le théorème de Pythagore, c'est assez marrant, c'est vrai dans plein d'espaces, très compliqué. Voilà, famille orthogonale, orthonormale, etc. On va parler de projection orthogonale pour pouvoir démontrer l'inégalité de Bessel complètement abstraite et puis le faire dans le cas particulier des fonctions de trigonométriques pour trouver l'inégalité de Bessel classique qui est celle qu'on utilise donc avec les séries de Fourier. Et donc on va en voir des applications et notamment on va pouvoir grâce à elles démontrer le lemme de Riemann-Lebesgue dont je vous ai déjà parlé dans les vidéos précédentes. Voilà, j'espère que ça va vous intéresser. Ça va être un peu abstrait, accrochez vos ceintures, on est parti. Alors, un produit scalaire, déjà sur un espace vectoriel, un R espace vectoriel, qu'est-ce que c'est? Alors c'est une application qui a un couple de vecteurs x, y, associe donc ce qu'on appelle x, y entre crochets, qui est un nombre réel, et qui doit vérifier un certain nombre de propriétés. Alors, tout d'abord, cette application doit être bilinéaire, c'est-à-dire que si je fixe x ou que je fixe ou y, enfin je fixe d'un côté, alors l'application que j'obtiens est une application linéaire, c'est même une forme linéaire, parce que j'obtiens un réel. Ok? Donc voilà, donc attention, c'est bilinéaire, c'est pas linéaire, c'est-à-dire c'est linéaire par rapport à x, linéaire par rapport à y. C'est symétrique, c'est-à-dire que je fais x scalaire y, ça doit être égal à y scalaire x pour tout, voilà, tout couple de vecteurs, ça doit être symétrique. Ensuite, ça doit être défini, alors ça veut dire que le produit scalaire de x et de x est égal à 0, c'est seulement si x est égal au vecteur nul. Ok? Donc autrement dit, il n'y a pas de vecteur isotrope, si vous connaissez le vocabulaire des formes bilinéaires en général. Voilà, le seul vecteur isotrope, c'est le vecteur nul, ok? Donc il n'y en a pas, parce que je crois que vecteur isotrope, par définition, il doit être non nul. Ok, et puis ensuite, elle doit être positive, c'est-à-dire que quand je prends le produit scalaire de x avec lui-même, ça doit toujours être un nombre positif ou nul. Ok? Et bon, donc, en général, strictement positif, sauf si x, c'est le vecteur nul. Donc voilà, une forme bilinéaire symétrique définie positive, c'est ce qu'on appelle un produit scalaire. Ok, il faut tout ça. Alors qu'est-ce qu'on a comme exemple? Si je prends l'espace vectoriel de dimension finie Rn, le plus classique, c'est définir un produit scalaire comme vous le connaissez, vous l'avez vu dans R2, vous l'avez vu, c'est en faisant les produits des coordonnées les unes avec les autres, x1, y1, plus x2, y2, et puis on fait la somme de tout ça, plus x3, y3, enfin bref, la somme des x et y pour i allant de 1 à n. Voilà, donc ça, il est facile de vérifier que c'est bilinéaire. Si je multiplie x par 2, ça multiplie tout par 2, si je fais une somme x plus x', ça se développe, etc. Pareil de l'autre côté, c'est symétrique, c'est assez clair parce que le produit est commutatif. Si x scalaire x, ça fait la somme des xi au carré, donc ça fait 0, c'est que tous les xi valent 0 puisqu'on est dans R. Et puis donc, justement, somme des xi carré, c'est positif tout le temps, donc voilà, c'est bien un produit scalaire. Ok, c'est le classique. Alors, maintenant un peu moins classique, si on prend les fonctions continues de AB dans R, par exemple, on peut définir un produit scalaire en posant cette chose-là. L'intégrale entre A et B de f de t fois g de t. Alors, c'est bilinéaire parce que le produit est bilinéaire et que l'intégrale est linéaire, donc ça c'est pas dur, vous voyez, f1 plus f2 fois g, ça fait f1 fois g plus f2 fois g, donc ça fait l'intégrale de f1 fois g plus l'intégrale de f2 fois g, bref. Ça marche bien, la bilinéarité. Voilà, ensuite, pourquoi c'est positif? Parce que l'intégrale de AB de f au carré dt, c'est bien toujours positif, une fonction positive, son intégrale est positive. Ok, donc j'ai bien pris a plus petit que b, pas de problème. Et si jamais l'intégrale de f au carré fait 0, là que j'ai besoin qu'elle soit continue, pour pouvoir dire que f est bien égal à 0, et donc pour que la fonction soit bien définie. Ok? Voilà. Et donc, c'est ce que j'ai dit, voilà, si l'intégrale de f carré fait 0, alors à ce moment-là, f est bien égal à 0, parce qu'on a une fonction continue. Alors, si on veut généraliser ça, par exemple, de AB dans R, avec éventuellement moins l'infini à plus l'infini, vous voyez, donc c'est un espace où
Voilà, f n'est pas forcément défini en a et b, hein, donc sur un intervalle ouvert ou sur un intervalle non borné. Alors comment on peut faire ça? Bah, pour pouvoir faire l'intégrale de f de t, g de t, il faut être sûr que cette intégrale converge pour pouvoir faire f scalaire g, vous voyez. Et même si l'intégrale de f converge et l'intégrale de g converge, c'est pas sûr du tout que l'intégrale de fg converge. Ok? Donc, bon, déjà, il faut que, pour que f scalaire f existe, bah, il faut que l'intégrale de f au carré sur AB converge, parce que sinon c'est même pas la peine. Et donc, si on sait ça, par contre, il y a un théorème, qui est le théorème de Cauchy-Schwarz adapté, hein, qui démontre que l'intégrale de f fois g, c'est plus petite que la racine de l'intégrale de f carré, plus la racine de l'intégrale de g carré. Donc si ça est une valeur strictement plus petite que l'infini, et celle-là aussi, alors celle-là aussi. Et donc, voilà, on démontre par exemple comme ça, que pour pouvoir définir un produit scalaire sur des fonctions de moins l'infini plus l'infini dans R, par exemple, il faut que ces fonctions soient de carré intégral. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut que l'intégrale de f au carré converge. Hein, ok? Sinon, voilà, en général, juste que l'intégrale de f converge entre moins l'infini plus l'infini et celle de g aussi ne me permet pas de définir l'intégrale de fg dans le cas général. D'accord? Donc voilà, mais par contre, si elles sont de carré intégral, on peut. Ok? Alors, sauf qu'il y a un problème, parce que dire, ok, tu prends les fonctions de carré intégral qui sont pas forcément continues, mais juste continues par morceaux, voire juste qui sont mesurables, alors est-ce qu'on peut faire un produit scalaire avec ça? Bah, il y a un problème, parce que l'intégrale de f au carré peut être égale à 0 sans que f soit égal à 0. Tout ce que je sais, c'est qu'elle va être égale à 0 presque partout. Vous voyez, en point de discontinuité, par exemple, f peut ne pas être égal à 0, je pense. Il faut qu'il vaut 0 partout, puis qu'il vaut des points par-ci par-là une autre valeur. Bah, son intégrale vaut bien 0, et pourtant f n'est pas égal à 0. Donc c'est pour ça qu'en fait, on prend la solution en théorie de Lebesgue. Donc je m'éloigne un peu de mon sujet, mais c'est juste pour vous dire. L'espace L2, là, d'où il vient cet espace très bizarre, bah, en fait, il vient de là. C'est pour pouvoir définir un produit scalaire sur des fonctions, voilà, sur par exemple de R dans R. Eh ben, on prend l'espace quotient par les fonctions qui sont nulles presque partout. Hein, autrement dit, voilà, c'est un idéal, les fonctions presque partout. On quotiente par ça. On dit que f, si elles sont égales presque partout, si f moins g vaut 0 presque partout, alors f est égal à g. D'accord? Et du coup, comme ça, on obtient que si l'intégrale de f carré vaut 0, alors f vaut 0 dans l'espace L2 de ce quotient bizarre. Et du coup, ça permet de définir un produit scalaire sur L2. Oui. Hein, c'est pour ça que vous avez peut-être entendu parler pourquoi cet espace L2 c'était si important, parce que c'est un espace qu'on peut munir d'un produit scalaire, quoi. Alors que L1, non. Oui. Bon, bref, j'insiste pas trop là-dessus. Là, je suis complètement hors sujet, mais un petit peu de culture, ça fait jamais de mal. La vidéo sur les espaces LP arrivera un jour, j'en doute pas. Bon, enfin bref, allez. Alors, voilà, moi j'ai envie d'avoir un produit scalaire sur des fonctions qui ne sont pas forcément continues, mais juste continues par morceaux. Alors, ça pose un problème dans les valeurs où c'est pas continu, vous voyez. Et donc, l'astuce que je trouve, en fait, c'est de considérer les fonctions qui sont continues par morceaux, Cm de AB, mais en plus, une petite condition, un petit zéro là, c'est qu'en tout point, f de x, ça va être la limite de la valeur de f. Donc vous voyez, quand t tend vers x-, donc à gauche, la moyenne de la valeur à droite, hop, je prends ça comme valeur pour f de x, vous voyez. Donc j'impose que la valeur au point de discontinuité, c'est le milieu entre les valeurs à droite et les valeurs à gauche. Parce que si j'impose ça comme condition, bah comme quand les valeurs à droite et les valeurs à gauche tendent vers 0, bah celle-là aussi tend vers 0. Du coup, si l'intégrale de f vaut 0 sur tout l'intervalle AB, hop, elle vaut forcément 0 partout. Vous voyez, cette petite condition-là, hein, me permet de définir un produit scalaire, donc intégrale de fg, hein, sur les fonctions continues par morceaux, et qui vérifie cette petite condition-là. Ok? Voilà, parce que maintenant, si f est ça, si l'intégrale de f au carré vaut 0, bah, ça veut dire que sur tous les morceaux ici, forcément, elle vaut 0, et du coup, bah, comme cette condition-là doit être vraie, bah, elle est égale à 0. Ok? Chouette. Bon, alors, donc voilà, qu'est-ce que c'est qu'un espace pré-hilbertien? Définition, c'est un espace pour lequel il y a un produit scalaire. Ok? Si c'est de dimension finie, on dit que c'est euclidien, c'est le vocabulaire, pour dire en plus que l'espace est de dimension finie. Mais, en général, s'il n'est pas de dimension finie, pré-hilbertien réel. Si en plus, muni de la norme euclidienne qu'on va définir tout de suite, il est complet, on dit que c'est un espace de Hilbert. Mais, pour le moment, espace pré-hilbertien réel. Ok. Donc voilà, alors par exemple, R de x, bah, c'est pré-hilbertien réel, parce que c'est pas euclidien, enfin il y a un produit scalaire, et puis je vous en donne même plusieurs. Et c'est pas de dimension finie. Alors bah, voilà, si je prends un polynôme somme des ANXN et un autre polynôme somme des BNXN, jusqu'à P ou jusqu'à Q, deux polynômes, une façon de définir des produits scalaires, bah, c'est la généralisation de la méthode classique dans R2, puisque comme il y a un nombre fini de coefficients qui sont non nuls là et là, bah, je fais A0 fois B0, plus A1 fois B1, plus A2 fois B2, plus A3 fois B3, jusqu'à temps que, bah, voilà, tant que les deux sont non nuls, bah, je fais la somme de tout ça, d'accord. Donc ça s'arrête au plus petit de P ou de Q, parce qu'après il y en a des deux qui vaut 0, donc les produits valent 0. Bah ça, c'est pas dur de voir que c'est un produit scalaire, je veux dire. Hein, si je prends P scalaire P, bah ça fait la somme de ses coefficients au carré. Donc, ok. Et puis par contre, alors ce qui est un peu plus dur, c'est, voilà, si je prends une fonction W quelconque, eh bien, je peux prendre l'intégrale de P de Q, P de T, Q de T,
multiplié par WT dt. Alors, quand je dis W quelconque, continue quand même pour qu'on puisse, ou continue par morceau, pour qu'on puisse faire cette intégrale quand même, il ne faut pas exagérer. Mais par exemple, alors toute la théorie des polynômes orthogonaux, par exemple, c'est une famille de polynômes qui sont orthogonaux pour ces produits scalaires-là. Hein, si le poids est égal à 1, on s'appelle les polynômes de Legendre. Voilà, il y a les polynômes d'Hermite sont définis comme ça, les polynômes orthogonaux pour un autre poids. Je ne vais pas donner tous les détails, c'est exponentiel. Enfin, bref, non, je ne donne pas trop. Il y a toute une série de produits scalaires sans les polynômes, pour chaque point, et à chaque fois, ça fait... On peut regarder la famille de polynômes orthogonaux, ils ont souvent des propriétés intéressantes, etc. Regardez donc dans Wikipédia, tapez polynômes orthogonaux par exemple, vous en saurez plus, si ça vous intéresse. Mais moi je m'éloigne de mon sujet. Donc en tout cas, voilà, R de X c'est un espace pré-hilbertien de plusieurs façons. D'accord. Et alors pareil, donc L2 de AB, même si c'est pas forcément fermé, hein, pas forcément un espace compact, et c'est M0, donc les fonctions continues par morceau, et qui vérifient ma petite condition là, sur les valeurs intermédiaires, c'est des espaces munis d'un produit scalaire, d'accord. Ils sont faits pour ça en fait. Hein. Donc voilà. Alors l'inégalité de Cauchy-Schwarz, donc voilà, je vous incite, si vous ne voyez pas du tout ce que ça veut dire, à aller voir la vidéo, allez, je vais mettre un lien quelque part là-dessus, hein, si vous voulez, ou vous irez la voir après, si vous préférez, je mets une note aussi dans le descriptif. Donc ça me donne cette inégalité-là. Voilà. Dès que j'ai un produit scalaire, sans autre hypothèse dessus, alors le produit scalaire de x et y est plus petit que la racine produit scalaire de x et x fois la racine produit scalaire de y par y. Donc ça, c'est bien des nombres positifs, donc on peut bien faire leur racine carrée, et on a toujours cette inégalité-là. Alors, application, bah voilà, si j'appelle n l'application qui a x associe racine carrée de x scalaire x, bah on va voir que n est une norme. Hein. Autrement dit, qu'elle vérifie l'inégalité triangulaire. Alors, donc je calcule n de x plus y au carré, donc je prends x, y quelconque, n de x plus y au carré, bah, du coup qu'est-ce que ça fait? Bah, ça fait, par définition, x plus y scalaire x plus y. Ok, ça je peux développer par bilinéarité, donc ça fait x scalaire x plus x scalaire y plus y scalaire x plus y scalaire y. Hein, j'ai découpé dans les deux sens, vous voyez, d'abord j'ai dit x scalaire x plus y, ça se coupe en deux, x plus xy, et ensuite plus y scalaire x plus y, ça fait plus y scalaire x plus y scalaire y. Ok. Très bien, jusqu'à là vous allez me dire, bon tout va bien, donc ça fait n de x au carré, ça fait n de y au carré, et puis du coup là, comme c'est symétrique, hein, y scalaire x est égal à x scalaire y, donc ça fait plus 2 fois x scalaire y. Mais x scalaire y est plus petit que la racine de tout ça, d'accord. Donc tout ça, bah, finalement, c'est plus petit que n de x au carré plus n de y au carré, plus 2 fois n de x fois n de y, et donc ça, identité remarquable, c'est égal à n de x plus n de y au carré, donc finalement, j'ai ça plus petit que ça, je peux prendre ce nombre positif, hein, n de x plus y et n de x plus n de y, donc je prends de la racine carrée de chaque côté, ça ne change rien, et j'obtiens que n de x plus y est plus petit que n de x plus n de y, donc j'ai bien l'inégalité triangulaire, qui était la partie difficile à démontrer, parce que les autres axiomes d'une norme sont faciles. Donc n est bien vérifie l'égalité triangulaire, donc n est une norme, qu'on appelle la norme euclidienne de x, et qu'on annote comme ça, avec une double barre, d'accord. Voilà, si je prends un x dans E, espace positionnel, j'appelle norme euclidienne. Alors, mais c'est marrant parce que même si l'espace n'est pas euclidien, même si c'est pas de dimension finie, on appelle ça la norme euclidienne. On n'est pas hyper logique, on devrait appeler ça la norme hilbertienne, vous voyez, si on est un peu malin. Mais non, les traditions des fois sont bizarres en maths. Hein. Ok, bon alors, si dans l'espace euclidien, c'est bien la norme euclidienne, ça marche bien, mais... Ok, alors donc voilà, donc je reformule ce qu'on a vu. Hein. Si norme de x égale 0, bah, c'est bien x égale vecteur nul, puisque l'application produit scalaire est bien définie, donc ça c'est ce qu'on a vu avant. Si on multiplie par une constante, bah, par linéarité, vous voyez, la norme de alpha x, bah, ça fait racine de alpha 2, ça sort, c'est la valeur absolue de alpha fois la norme de x. Ok, et donc ensuite on vient de voir l'inégalité triangulaire, hein, norme de x plus y plus petit que norme de x plus norme de y. Donc tous ces axiomes-là sont exactement ceux qui permettent de définir une norme, donc il n'y a pas de souci, on peut bien appeler ça une norme euclidienne, puisque ce sont les axiomes, d'accord, qui permettent de définir une norme. Ok, donc voilà. Alors maintenant, on va voir le théorème de Pythagore. Ah, un théorème qu'on a vu en troisième, chouette. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce théorème? Il dit, bah, si on prend un espace pré-hilbertien réel, d'accord, donc un espace muni d'un produit scalaire, eh bien, alors déjà, il y a une définition, hein, si x et y sont dans E, on dit qu'ils sont orthogonaux, et on note ça x orthogonal à y, c'est seulement si le produit scalaire de x et y est égal à 0. Bon, ça c'est une définition. Pourquoi pas, elle vaut ce qu'elle vaut. Donc géométriquement, on voit ce qu'on imagine dans notre tête, mais vous voyez, des polynômes orthogonaux, pourquoi je dis ça? C'est des polynômes qui vérifient ça, vous voyez, donc c'est pas forcément des vecteurs, hein, c'est pas forcément dans le plan, tout ça, c'est même dans l'espace de dimension infinie, tu vois, bon, bref. Alors, le théorème de Pythagore, qu'est-ce qu'il dit? Celui-là, il dit, bah voilà, si j'ai deux vecteurs x et y qui sont orthogonaux dans mon E, alors la longueur de x plus y au carré est égale à la longueur de x au carré plus la longueur de y au carré. Donc le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés perpendiculaires. Ouais. Ok, alors donc voilà, là on est vraiment
dans une abstraction bien plus importante que ce qu'on a vu en troisième, parce que ça peut être des fonctions, vous savez, de L2 avec l'intégrale de fg et tout ça. Mais alors, démontrons ça. Oh là là, ça va être sans doute très très compliqué. Alors la preuve, bah, c'est pas très très dur en fait, parce que si je calcule ça, c'est le calcul que j'ai fait là tout à l'heure, norme de x plus y au carré, ça fait norme de x au carré plus norme de y au carré, plus 2 fois x scalaire y. Mais là, si je prends par définition x scalaire y égale 0, si je les prends orthogonaux, bah du coup ça fait norme de x au carré plus norme de y au carré. C'est dur de faire plus simple, vous voyez, hein, comme quoi, en fait, voilà, c'est ce qu'il faut pour que ça marche, quoi. Ok, donc on a le théorème de Pythagore en toute généralité, fantastique. J'espère que ça vous plaît. Ok, allez, maintenant, donc qu'est-ce que c'est qu'une famille orthogonale? Bah, vous devez vous douter, qu'est-ce que c'est qu'une famille de vecteurs qui sont orthogonaux? Bah, ça veut dire que je prends deux vecteurs parmi ma famille, hop, ils sont toujours orthogonaux, d'accord? Donc une famille xi, elle est orthogonale, c'est seulement si i pour tout i et j, si i est différent de j, xi scalaire xj est égal à 0. Ok, si xi scalaire xi ne peut pas être égal à 0, alors c'est que xi est le vecteur nul, vous voyez, donc voilà. Donc si en plus on a xi scalaire xi qui est non nul, qui vaut 1, alors on dit que la famille est orthonormale ou orthonormée. Ok? Donc voilà, vous imaginez dans R3 ce que ça peut vous dire. Vous voyez, c'est des vecteurs qui ont tous la longueur 1, enfin norme 1. Alors c'est le troisième, il part vers le fond, là on a du mal à visualiser. Voilà, puis après en dimension supérieure, des vecteurs qui sont comme ça, tous de même longueur, et puis tous orthogonaux à tous les précédents. En dimension de plus que 3, on a du mal à voir. Hein. Dimension 3, voilà, vous faites avec vos 3 doigts, vous en avez une là. Si vous avez les doigts de même longueur, ce qui n'est pas mon cas. Donc imaginez, le pouce, il faut qu'il soit un peu plus lent, mais grand, mais sinon à part ça, ça marche. Ok, donc voilà la définition. Alors par exemple, bon, bah, la base canonique de Rn, vous savez, c'est la base 1 avec que des 0, 0, 1 avec que des 0, 0, 0, 1, etc. Bon bah oui, alors elle est orthonormale pour le produit scalaire usuel, c'est facile à vérifier, hein, parce que c'est le produit des xi, yj. Okay. Ensuite, la famille xn, alors, ouais, je généralise un petit peu, la base canonique de R de x, elle est orthonormale pour le produit scalaire de base que j'avais dit, la généralisation de celui de Rn. Hein, pourquoi? Parce qu'on multiplie les termes 2 à 2, donc xn, xm, lui tous les coefficients valent 0 sauf le terme en n, celui-là 0 sauf le terme en m, donc quand je multiplie le terme en n fois 0 plus le terme en 0 pour m fois 1, bah, ça fait toujours 0, et tous les autres c'est 0. Hein. Donc voilà, ils sont bien orthogonaux, et puis par contre xn scalaire xn, ça fait 1, hein, puisque c'est le coefficient 1 fois 1, donc ok, bon. Par contre, vous voyez, cette famille qui est orthonormale pour mon produit scalaire là, elle n'est pas du tout pour le produit scalaire avec un W non nul, quoi, hein, quelconque, hein, parce qu'on peut démontrer, je ne vais pas vous le faire, mais que si pour tout n et tout m différent, intégrale de tn, tm, wt égale 0, forcément w doit être égal à 0. Donc voilà, cette famille, il y a peut-être des vecteurs qui sont orthogonaux, il y a peut-être des monômes qui sont orthogonaux pour certains w, mais en tout cas pas tous. Donc ça c'est super bizarre, parce que ça veut dire que dans un espace de dimension infinie, être orthogonal, c'est pas un truc, c'est pas intrinsèque aux deux vecteurs, ouais, c'est pas, ceux-là ils sont orthogonaux. Bah, ça dépend des produits scalaires qu'on prend. Alors, vous voyez, donc c'est comme quoi, il faut se méfier un petit peu, quoi. Ouais, hein, je suis d'accord avec toi, c'est pas si simple, ouais, c'est... Ouh là, c'est quand même bien abstrait. Donc on a des produits scalaires, on peut en avoir plusieurs qui ne sont pas équivalents, des familles qui sont orthonormales pour l'un, pas pour l'autre, etc. Ouh là là. Donc il faut se méfier. Ok, on va essayer d'aller doucement maintenant pour voir les théorèmes qu'on peut quand même démontrer en toute généralité, comme Pythagore qui est tout le temps vrai. Alors, on va essayer de parler de la projection orthogonale. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc je prends un espace pré-hilbertien, un espace sur lequel, qui n'est pas forcément de dimension finie, dans lequel, voilà, il y a un produit scalaire, et je prends E1, E2, En, alors là une famille finie, d'accord? Un sous-espace de dimension finie, hein, vecte de E1, E2, En, et en plus cette famille E1, E2, je la prends orthonormale, c'est-à-dire que vous voyez, là ça ne se voit pas du tout sur mon dessin, mais vous imaginez, j'ai une base de vecteurs qui sont 2 à 2 orthogonaux, qui sont tous de norme 1, et qui est une base de mon sous-espace F, donc qui a dimension finie N. Ok, et ma question c'est, voilà, comment je peux essayer de trouver, si je prends un vecteur X n'importe où, le projeté orthogonal de x sur f, que je vais appeler pi f de x, d'accord? Donc voilà, j'appelle ce vecteur-là x moins pi f de x, et puis j'aimerais bien le trouver. Et donc on va poser tout d'abord pi f de x égale cette chose-là. Oh là 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 là. Regarde, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc j'ai mes vecteurs de ma base, E1, E2, E3, En. Je fais x scalaire E1 fois E1, plus x scalaire E2 fois E2, plus x scalaire E3. Donc ça c'est des nombres à chaque fois. Hein. Pour les scalaires de x avec E1, E2, E3 sont des nombres, c'est des coefficients. Et donc je regarde la somme de ces coefficients fois à chaque fois le EK qui va bien. Donc x scalaire E1 fois E1, x scalaire E2 fois E2, etc. Et donc ce qu'on va voir, c'est que comme ça, effectivement, j'obtiens bien un projeté orthogonal de x sur f. Ok? Alors, qu'est-ce que ça signifie d'ailleurs un projeté orthogonal?
Hein, qu'est-ce que ça veut dire que x est le projeté orthogonal? C'est-à-dire que pi f de x est le projeté orthogonal de x sur ce plan-là. Alors en fait, déjà il faut bien comprendre c'est quoi la définition. Ça veut dire qu'en fait la différence des deux, ce vecteur-là, x moins pi f de x, va être orthogonal à ce plan. Et être orthogonal à ce plan, alors là c'est pas très dur, c'est être orthogonal à tous les vecteurs du plan. Mais une façon d'être sûr d'être orthogonal à tous les vecteurs du plan, c'est d'être orthogonal à tous les vecteurs E1, E2, E3 jusqu'à EK, puisque du coup si un vecteur y est orthogonal à E1, E2, E3, EK, bah, il est orthogonal à toutes les combinaisons linéaires de E1, E2, E3, EK par bilinéarité. Vous voyez. Donc il suffit que je démontre que ce vecteur-là, x moins pi f de x, scalaire EI, ça fait 0 pour n'importe quel i. Ok, alors on y va, donc pi f de x c'est ça, x bah, c'est x, hein. Et donc je fais scalaire EI. Alors je développe, ça fait x scalaire EI moins pi f de x scalaire EI. Et alors pi f de x scalaire EI, donc c'est une somme de vecteurs scalaire EI par linéarité, ça fait la somme de ses coefficients fois EK scalaire EI. Ok, mais alors là, au joie, vous voyez, j'ai une somme comme ça pour k allant de 1 à n, mais ici, EK scalaire EI, ben en fait, si k est différent de i, ça vaut 0. Donc en fait, cette somme, il reste un seul terme, c'est quand k égale i, auquel cas EI scalaire EI, comme c'est une base orthonormée, il vaut 1. Et donc toute cette somme, finalement, elle est juste égale à x scalaire EI. Et donc finalement, j'obtiens que ça, c'est égal à x scalaire EI moins x scalaire EI, donc ça fait 0. Ok. Donc j'ai bien prouvé que ce vecteur-là était orthogonal à tous les vecteurs EI, et donc pi f de x, c'est bien la projection orthogonale de x sur l'espace F. Chouette. Ok, j'espère que j'ai pas été trop vite. Vous pouvez mettre sur pause, hein, le temps que ça... Allez, moi j'enchaîne, mais vous n'hésitez pas à ralentir. Ok. Très bien, alors maintenant, qu'est-ce que je peux dire? Donc j'ai ma projection orthogonale, tout ça. Eh bien, je sais que du coup, pour tout y, vecteur y dans mon espace F, x moins pi f de x est orthogonal à y. Okay, donc, en particulier, si je prends y égale pi f de x, qui est bien dans F, hein, eh ben, x moins pi f de x est orthogonal à pi f de x. Il y a un angle droit, si vous préférez, là, entre le vert et le rouge. Okay, c'est fait pour. Hein. Mais du coup, je peux faire Pythagore. Et donc, qu'est-ce que j'en déduis? Eh bien, que la longueur de ça au carré plus la longueur de ça au carré, c'est égal à la longueur de ça au carré. La norme hein, au carré de x moins pi f de x plus la norme de pi f de x au carré est égale à la norme de x au carré. Ok. Et donc, qu'est-ce que j'en déduis? Eh bien, que la norme, vu que ça c'est un nombre positif, j'en déduis que la norme de pi f de x au carré est plus petite que la norme de x au carré. C'est très con, hein, je veux dire, fondamentalement. C'est dommage, c'est bizarre que ce soit si compliqué de démontrer ça, mais la norme d'un projeté orthogonal sur un truc, c'est plus petit que la norme du vecteur de départ, plus petit ou égal. C'est pas choquant, ça. Voilà comment on fait pour le démontrer proprement. Ok? Voilà. Et ça, c'est presque l'inégalité de Bessel qu'on veut. Même que c'est complètement l'inégalité de Bessel qu'on veut. Ok? Mais alors, tout d'abord, je vais faire un petit détour qui va nous servir dans un autre théorème plus tard. Enfin, voilà, dans les démonstrations plus tard, j'aurai besoin d'une autre caractérisation des projetés orthogonales que je vais faire tout de suite. Donc, je fais une petite parenthèse que je ne vais pas utiliser dans cette vidéo, mais qui servira plus tard. Donc, considérons un vecteur y dans F, un autre. Ok? N'importe où. Du coup, voilà, j'ai un vecteur y. Du coup, le vecteur qui est ici, bah, c'est y moins pi f de x. Le vecteur qui est ici, bah, c'est x moins y. Ok. Hein, parce que y plus x moins y, ça fait x. Hein, d'accord. Voilà. Et qu'est-ce que je veux dire avec ça? Ben, je veux dire que ce que je sais, c'est que mon vecteur x moins pi f de x est orthogonal à tous les vecteurs du plan. Donc en particulier aussi à celui-là, là, y moins pi f de x. Ces deux-là sont orthogonaux. Ok? Bon, pourquoi pas. Donc je peux utiliser le théorème de Pythagore, comme d'habitude, qui me dit que donc la longueur de celui-là au carré plus la longueur de celui-là au carré est égale à la longueur de celui-là au carré. Autrement dit, un norme de x moins pi f de x au carré plus norme de y moins pi f de x au carré est égal à norme de x moins y au carré. Ok, bon, jusque-là, me dire d'accord. Et alors j'en déduis que, bah, du coup, la norme de x moins pi f de x au carré est plus petite ou égale, hein, puisque ça c'est un nombre positif. Donc ça, c'est plus petit ou égal à ça. Et donc vous voyez, ça veut dire que je prends n'importe quel y sur f, cette norme-là, elle est plus petite que ça. Et lui, il est dans f. Hein. Donc finalement, x moins pi f de x, vous voyez, ça va être la valeur, cette longueur-là de ce vecteur, c'est la plus petite longueur possible en fait entre x et un point du plan. D'accord? Si je prends y n'importe où, la longueur entre x et y au carré, donc si je prends les racines carrées, la norme entre x et y, là, est plus grande que la norme entre x et pi f de x. Autrement dit, une autre façon de le dire, qui me sera utile dans une démonstration, donc voilà, x moins pi f de x, la longueur x moins pi f de x au carré, c'est l'inf de toutes les valeurs x moins y
D'accord? Et puis comme c'est atteint, en fait, je pourrais mettre le min d'ailleurs, parce que pour y, il y a le pf de x, c'est atteint forcément. Donc voilà, c'est la plus petite valeur possible des normes de x moins y pour y dans le plan. Autrement dit, vous voyez, c'est le point qui est le plus proche. Vous voyez. Si je veux la distance de x au plan, là, eh ben, c'est norme de x moins pf de x. Vous voyez. Voilà. Donc cette parenthèse étant maintenant terminée, j'y ferai allusion plus tard dans les vidéos suivantes, revenons-en à nos moutons. Donc nous, l'égalité de Bessel, on a vu, voilà, c'est que la norme du projeté orthogonal est plus petite que la norme du vecteur du début. Ok, alors voilà, sauf que, alors je vous rappelle, pf de x, sa définition, c'était la somme pour k allant de 1 à n des x scalaire ek fois ek. Mais alors, ces vecteurs-là, ils sont tous 2 à 2 orthogonaux. Ok, et tous de norme 1. Alors c'est quoi la norme de ce truc-là? C'est pas bien dur de calculer, parce que comme ils sont tous 2 à 2 orthogonaux, je peux appliquer Pythagore plein de fois. D'accord? La somme de norme de la somme au carré, ça fait la somme des normes au carré. Quoi. Ok, donc ça, la norme de ça au carré, c'est la somme des normes de ça au carré. Ok, ça c'est Pythagore en fait. Ça marche même s'il y a 3 trucs, oui, c'est assez surprenant, mais il y en avait 2, du coup si je peux faire par récurrence, il y en a 3, il est orthogonaux aux 2 autres, je peux faire, voilà, je vous laisse faire la récurrence, c'est fastoche. Et du coup, ça c'est un nombre, c'est un scalaire, je peux le sortir. Si je sors cette norme-là, c'est valeur absolue de x moins ek au carré fois norme de ek au carré, mais ça fait 1, puisque c'est une famille orthonormée, les ek. Donc du coup, ça fait valeur absolue de x moins ek au carré. Ok, cette norme-là. Et donc, voilà, finalement, j'en déduis que pour tout espace pré-hilbertien réel, et toute famille E1, E2, famille orthonormale d'éléments de E, eh bien, la somme pour k allant de 1 à n des x scalaire ek en valeur absolue au carré est plus petite que la norme de x au carré, puisque voilà, norme de pf de x, je l'ai réécrit comme ça. Voilà, 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 donc ça c'est super abstrait, c'est très compliqué, mais voilà, j'espère que la preuve vous convainc. Ok, et après on va voir application, ce sera fantastique. Alors Friedrich Wilhelm Bessel, je voulais vous en parler un petit peu parce que c'est un mathématicien et aussi physicien, astronome. Non seulement il a démontré cette inégalité qui est fantastique, et on va voir à quel point elle est fantastique quand on va l'appliquer dans des cas concrets, là, vous voyez, parce que là pour le moment ça reste très abstrait. Mais en plus, je voulais vous signaler qu'il a fait un truc assez rigolo, c'est le premier qui a montré concrètement que la Terre tournait autour du Soleil, puisqu'il a mesuré la parallaxe en fait, d'une étoile, il a trouvé une étoile, je ne sais plus laquelle, pas très très loin, et il a vu que la différence d'angle de vue de cette étoile quand elle était à 6 mois d'écart dans la rotation de la Terre, quand elle était d'un côté ou de l'autre du Soleil, la position n'était pas exactement la même par rapport à l'un aux autres. Alors pourquoi on ne l'avait pas fait avant lui? C'est que les étoiles sont tellement loin que la précision de l'angle qu'il faut, c'est du délire total. Ça correspond à l'épaisseur d'une feuille d'aluminium que vous tenez à 1 mètre devant vous, la différence. Donc il fallait être calé pour la voir. Donc c'est lui le premier qui l'a vu, enfin qui a réussi à la mesurer, qui a eu les outils adaptés, qui a réussi à s'en servir pour réussir à prouver qu'effectivement, par une expérience concrète, que la Terre tournait autour du Soleil. Donc voilà, je voulais le signaler quand même. Mon ami Friedrich Wilhelm, c'était pas un rigolo, quoi. Super type, bon bref. Allez, donc voilà, donc cette inégalité-là, dire pour l'appliquer maintenant, il va falloir que je trouve une famille orthonormale, c'est quand même la base, quoi. Ok, alors, donc maintenant, revenons à nos moutons, prenons E0, l'ensemble des fonctions des applications qui sont t périodiques, et telles que leur restriction est dans ces M0 de 0t, c'est-à-dire qu'elles sont continues par morceaux dans 0t, et qu'à chaque fois il y a un trou, les valeurs dans le trou, c'est bien égal à la moyenne entre les valeurs au-dessus et en dessous. D'accord? Donc je prends une fonction comme ça, qui est t périodique. Donc en voilà une. Et donc, voilà, si ma fonction est t périodique, qu'elle est continue par morceaux, globalement, je peux calculer sa série de Fourier, vous savez bien. Et donc, voilà, pour f et g dans E0, je vais poser produit scalaire de f et g égale 2 sur t. Alors le 2 sur t, vous voyez, c'est pour que ce soit plus simple, ne vous embêtez pas. Somme de 0 à t de f de t, g de t. Et donc, eh bien, ça me fait bien, comme ça c'est un produit scalaire, en multipliant par une constante, ça ne change pas, ça me fait bien un produit scalaire. Ok, et donc je spoil, mais le 2 sur t, tout ça, il est là pour que les familles cos n oméga t, cos n oméga x, et sinus n oméga x soit une famille orthonormée, d'accord? Donc voilà. Ok, donc j'ai un espace pré-hilbertien réel, et donc on va faire des petits calculs. Alors on pose oméga égale 2pi sur t, comme on avait vu précédemment. Alors l'astuce c'est de poser ces zéros avec une fonction constante qui n'est pas égale à 1, qui est égale à 1 sur racine de 2, vous allez voir pourquoi, c'est juste pour que ça soit orthonormé en fait. Que je vous rappelle, les définition de produit scalaire c'est 2 sur t intégrale de machin, donc... Ok, et donc voilà, donc je pose Cn égale l'intégrale qui a x associe, enfin la fonction qui a x associe cos n oméga x, et Sn égale ça. Et donc le but c'est de montrer que cette famille-là, c'est 0, C1, C2, comme ça jusqu'à l'infini, et S1, S2, toute la famille de tout ça, c'est une famille orthonormée. Quoi. Pour mon produit scalaire, 2 sur t, somme de 0 à t de fg dt. Ok?
Alors rappelez-vous, dans la toute première vidéo sur les séries entières, on s'est cassé les pieds à calculer cette intégrale-là. L'intégrale de cos n oméga t, cos p oméga t entre 0 et grand T. On a trouvé que ça valait 0 si n était différent de p. Donc, donc ça c'était déjà pas mal, ça veut dire que Cn et Cp sont orthogonaux si n est différent de p. Par contre, voilà, si n était égal à p était différent de 0, alors on trouvait t sur 2, donc du coup en multipliant par 2 sur t, on trouve que c'est 1, donc ça veut bien dire que la famille des Cn elle est orthonormée en elle-même, d'accord? Et par contre, alors si on prenait 0, là ici, donc la question 1, on trouvait t. Ok, donc c'est pour ça que pour C0, on ne va pas prendre la fonction qui donne 1, on prend la fonction qui donne 1 sur racine de 2, sur racine de 2, du coup au carré ça fait 1 demi, et donc 2 sur t, l'intégrale de 1 demi entre 0 et t, qui fait t sur 2, fois 2 sur t, ça fait bien 1, vous voyez. Donc voilà, donc je trouve, hein, grâce à cette formule-là, que le produit scalaire de Cn et Cp vaut 0 si n est différent de p, et que le produit scalaire de Cn et Cn est égal à 1. Alors maintenant, ben voilà, pareil pour les sinus, cette formule-là, donc ça me montre que les produits scalaires de Sn et Sp, c'est 0 si n est différent de p, et que le produit scalaire de Sn et de Sn, ça vaut 1. Il n'y a pas de S0, d'accord? Il valait 0, donc il n'y a pas de S0. Ok. Et maintenant, il reste à voir, ben voilà, si je multiplie donc mes Cn et mes Sn, qui sont bien orthogonaux entre eux, et ça vient du fait qu'on l'a vu, que l'intégrale entre sinus n oméga t cos p oméga t, alors pour le tout, pour n'importe quelle valeur de n et de p, c'était toujours égal à 0, tout ça on l'a vu dans la première vidéo. Et donc ça montre que voilà, les Sn et Cp sont bien orthogonaux 2 à 2, et donc finalement ma famille que je prends avec voilà, les Cn, voilà, bon, il n'y a pas de S0, hein, d'accord, voilà, donc les Cn pour toutes les valeurs de n et Sn, je réunis tout ça, j'ai bien une famille qui est orthonormée. Chouette, et donc voilà, maintenant si je m'arrête à un certain degré, j'obtiens une famille finie, vous voyez, si je m'arrête à grand N, j'obtiens une famille finie orthonormée, donc je vais pouvoir appliquer mon inégalité de Bessel, ouais, chouette. Ok, donc bah, voilà, donc faisons tout de suite, hein, soyons fous. Donc je prends f, une application voilà, qui est continue par morceau, qui a toutes les, qui a les conditions qu'il faut, là, vous voyez, que je dis, hein, les valeurs. Voilà. Et donc, eh ben voilà, donc ces coefficients, bah, c'est je prends dans la base C0, C1, C2, Cn, donc je commence par produit scalaire de f, scalaire C0, ok, module et au carré, plus la somme des produits scalaires, des modules, des valeurs absolues au carré des produits scalaires de f et de Cn, plus valeur absolue au carré des f scalaires Sn, et bien tout ça c'est plus petit que la norme de f au carré. C'est-à-dire la norme de f au carré, je vous rappelle, produit scalaire de f avec f. Autrement dit, je traduis ça. Donc ça, ce produit scalaire de f avec C0, comme C0 c'est une fonction qui vaut 1 sur racine de 2, bah, ça fait 2 sur t intégrale de f sur racine de 2 au carré. L'intégrale de f scalaire Cn, bah, c'est 2 sur t somme de f cosinus oméga t au carré. L'intégrale de f Sn, c'est 2 sur t, l'intégrale de f sinus n oméga t au carré, tout ça. Et bien tout ça, c'est voilà, c'est plus petit que le produit scalaire de f avec f qui est 2 sur t, somme des 0 à t de f de t au carré. Ok? Et donc maintenant, voilà, ça, c'est exactement les coefficients de Fourier, d'accord? Donc c'est la définition. Hein. Coefficient an de Fourier de f, c'était ça. Coefficient bn de série de Fourier de f, c'est exactement cette formule-là. Rappelez-vous, vérifiez. Hein, et donc voilà, il n'y a que là où c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas l'intégrale de. Normalement, vous voyez, c'est A0 de f, je vous rappelle, c'est 2 sur t, intégrale de f au carré, tout ça. Mais là, du coup, il y a le 1 demi là qui sort, qui au carré vaut 1 demi, donc c'est 1 demi de l'intégrale de coefficient A0 de f au carré. Et voilà l'inégalité de Bessel. Donc le théorème de Parseval, qu'on démontrera grâce à cette inégalité, oui, parce qu'au début on se dit mais pourquoi je vais démontrer ça, alors qu'en fait le théorème de Parseval c'est qu'il y a égalité là, quand je monte jusqu'à l'infini. D'accord? Donc comme que tous les termes sont positifs, on a vu évidemment cette inégalité là, si on arrive à démontrer l'égalité quand n tend à plus infini de ce truc là. Bah, sauf que c'est assez particulier, mais pour démontrer l'égalité de Parseval, je vais être obligé d'utiliser d'abord le théorème de Dirichlet, et pour démontrer le théorème de Dirichlet, je vais être obligé d'utiliser cette inégalité de Bessel en fait. Donc voilà, même si c'est une conséquence directe du théorème de la fin, bah ouais, mais sinon on se mord la queue si on essaye de faire dans l'autre sens. Hein. J'ai bien essayé, mais je n'y suis pas arrivé. Donc bref, donc voilà, pour les fonctions qui sont continues par morceaux et telles que les valeurs au milieu soient la moyenne, on a cette inégalité-là. Ok? Mais alors première remarque, donc voilà, cette égalité-là, en fait, elle est vraie même si la fonction elle est juste continue par morceaux et que je me fous des valeurs. Bah non, pour qu'il y ait un produit scalaire, il faut que les valeurs soient au milieu, sinon la fonction n'est pas forcément nulle partout, il n'y a pas de produit scalaire. Oui, ça c'est vrai. Pour les démontrer, j'ai besoin de ça. Mais regardez maintenant, si je prends une autre fonction qui vérifie pas que la valeur au milieu c'est ça, ok? Eh ben, le A0 de f c'est le même que si je mets les valeurs au milieu. D'accord? Parce que les intégrales, elles ne changent pas. Les quotients de Fourier, ils ne changent pas. Si je change des valeurs par-ci par-là de ma fonction f, il faut bien comprendre, c'est que les intégrales ne changent pas, les coefficients de Fourier ne changent pas.
Donc si je prends f qui ne vérifie pas que les valeurs au milieu ne sont pas les bonnes, eh ben, n'empêche que ces coefficients de Fourier sont les mêmes qu'une fonction pour lesquelles les trucs sont bons. Et l'intégrale de f carré ne va pas changer non plus. Cette inégalité-là, c'est ça qui est dingue, c'est comme il y a des intégrales de chaque côté, si je change pour f des valeurs un nombre fini de points comme je veux, bah, les coefficients sont les mêmes, là et là. Donc l'inégalité, elle est encore vraie. Donc ça, c'est génial. Ouais. Pour le démontrer, on a besoin de prendre des contorsions pour se ramener à une fonction, pour l'intégrale f au carré, il faut 0 si... implique la f égale 0, puis en fait, après, elle est vraie tout le temps. L'inégalité, parce que là, vous voyez, hein, si on modifie des valeurs à un nombre fini de points de f, ça ne change pas. Et ça non plus. Fantastique. Donc l'inégalité est encore vraie pour toute fonction continue par morceau. Chouette. Donc application, comme cette série-là est majorée, ça c'est une série à terme positif, donc forcément croissante, etc. Vous savez bien que si elle est majorée, du coup elle converge. D'accord, donc voilà, donc les séries somme des n carrés et somme des n carrés convergent. En plus, on a la somme de ces deux séries est plus petite que ce truc-là. Ok, on peut les majorer par cette intégrale-là. Bon, chouette. Alors voilà, après on peut le réécrire en complexe, rappelez-vous, si vous l'avez vu, il y a une écriture, hein, voilà, parce que du coup l'inégalité de Bessel, il y en a qui l'écrivent comme ça. Hein. Si on prend les coefficients complexes de la série de Fourier, donc Cn moins I Bn de f sur 2, je vous rappelle, alors du coup on trouve que la somme des modules de Cn au carré entre moins n et n est plus petite que 1 sur t, somme de 0 à t, de f de t carré dt. Donc il y a un petit piège, il n'y a plus le 2 sur t ici, il faut se méfier, enfin bref. Ok. Donc voilà la version de Bessel complexe, hein, pour si jamais vous l'avez vu en cours, voilà. C'est la même chose, c'est pas très dur de démontrer à partir de ça, c'est la même chose. Je veux dire. Bon. Ok. Alors application, si la somme des n carrés converge, forcément an carré tend vers 0, donc an tend vers 0. Pareil, hein, somme des bn carrés converge, donc bn carré tend vers 0, donc bn tend vers 0. Ok, donc les coefficients de Fourier d'une fonction continue par morceau tendent vers 0 en plus infini. Voilà, application. Ok. Mais on peut dire mieux. Oui, alors très drôle. Ok, alors on peut dire encore mieux que ça, c'est le fameux théorème de Riemann-Lebesgue qui dit que si je prends une application de AB dans R continue par morceau, alors il n'y a pas d'histoire de périodicité, hein, c'est ça l'astuce, hein, c'est ça la différence, voyez. Quelconque, entre AB de R, continue par morceau, alors l'intégrale entre A et B de f de t sinus nt est égale à l'intégrale, la limite quand n tend à l'infini de l'intégrale entre A et B de f de t cos nt, tout ça, ces limites-là sont 0. Ok. Donc si f était périodique, tout ça, machin, bon, on pourrait interpréter ça comme des coefficients de Fourier, etc. Ok, mais voilà, donc là il faudrait que f soit 2π périodique, hein, parce que là il n'y a pas d'oméga là. Donc je fais comme si la période c'était 2π, hein, d'accord, ces fonctions-là sont 2π périodiques. Donc si f est 2π périodique, ok, c'est les coefficients de Fourier, on vient de voir, c'est envers 0, mais en fait, même si f est quelconque, on a cette limite-là qui vaut 0. C'est un exercice hyper fastoche, on suppose que f est de classe C1. Pourquoi? Parce que si f est de classe C1, on fait l'intégration par partie, on peut dériver ça, intégrer ça. Du coup ça fait 1 sur n intégrale de machin. Et voilà, du coup, comme elle est continue par morceau, elle est bornée sur AB, on majore et tout ça, et puis hop, il y a 1 sur n qui sort, cos nt il est majoré aussi, donc qui montre que ça tend vers 0, c'est juste évident. Si on fait une intégration par partie, si f est de classe C1, donc c'est typiquement le genre d'exo, quand f est dérivable donc de classe C1, c'est super fastoche. Et sinon, c'est hyper chaud, parce que moi je vois pas d'autre méthode que d'utiliser l'inégalité de Bessel pour le démontrer, quoi. Utiliser ça, quoi. Alors allons-y, comment on fait pour démontrer un truc pareil? Bon, c'est pas bien dur. Mais il faut quand même le faire, donc voilà. Donc j'ai pris ma fonction définie sur AB. Ok, alors, premier cas, je suppose que l'intervalle AB, il est inclus dans, entre deux multiples de 2π. Ok, voilà, quelque part, il y a 2κ, 2k plus 1, et puis je suppose que AB, ma fonction f, elle est incluse là-dedans. D'accord? Bon. Alors qu'est-ce que je fais? C'est pas très dur, parce que je vais prendre une fonction h qui va être 2π périodique, elle, et qui va compléter f, vous voyez, donc telle sorte, qu'est-ce que je fais? Je prends égal à 0 sur ce bout-là, 0 sur ce bout-là, d'accord? Je la définis entre 2kπ et 2k plus 1π comme étant 0 au début, f là, et puis 0 ici, et puis je recopie tous les intervalles de longueur de π. Donc j'obtiens une fonction qui est 2π périodique. Et là, par définition, l'intégrale de f sinus nt entre AB, c'est l'intégrale de h entre 0 et 2π. Pourquoi? Parce que c'est l'intégrale de h entre 0 et AB, parce que entre a et b, h est égal à f. Mais comme elle vaut 0 ici et ici, c'est l'intégrale entre 2kπ et 2k plus 1π de f. Mais comme elle est 2π périodique, je peux me ramener, c'est l'intégrale entre 0 et 2π de h de t sinus nt. Et donc c'est le coefficient de Fourier de la fonction h qui, elle aussi, est continue par morceau, donc d'après ce qu'on vient de voir, ce coefficient tend vers 0 quand n tend plus infini. C'est Bn de h, hein, donc ça tend vers 0 quand n tend plus infini. Voilà. Alors ça, c'était le cas voilà, où AB était petit, plus petit qu'une longueur d'intervalle de 2π. Okay,
Donc maintenant, voilà, et bon, alors pareil, hein, je vous ai fait avec sinus, je fais avec cos, c'est le même théorème, ok, donc ça c'est le même raisonnement avec, avec cosinus. Hein. Maintenant, si ça déborde, c'est-à-dire que si f, oh là là, l'intégrale de f entre a et b, c'était bien plus grand que des longueurs d'intervalle de pi, vous voyez. Ah bah alors c'est pas bien dur non plus, parce que du coup je vais découper, parce que l'intégrale de a à b de f, bah, ça va être l'intégrale entre a et 2 pi, du coup ça fait un petit bout qui est compris dans un intervalle de entre deux multiples de 2pi, plus l'intégrale entre 2k et 2k plus 1pi, enfin vous voyez, je coupe, plus l'intégrale de f sur ce bout-là, 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 et ainsi de suite. Et donc je décompose mon intégrale en une somme d'intégrales, d'accord, où, voilà, où chaque f est compris dans un intervalle entre deux multiples de 2pi, pour lequel, bah, du coup, cette intégrale-là, chaque intégrale tend vers 0 quand n tend plus infini. Il y en a un nombre fini, hein, forcément, hein, entre a et b. Et donc, voilà, donc du coup, cette intégrale-là, comme chaque morceau tend vers 0, qu'il y en a un nombre fini, bah, cette intégrale-là tend aussi vers 0. Et voilà, la preuve de ce super théorème, application de l'inégalité de Bessel. Ok, et ben c'est tout pour cette petite vidéo. Voilà, j'espère que vous êtes encore là, que vous n'êtes pas devenu fou, vous n'êtes pas endormi, que vous n'avez pas pété un câble, parce que sur Reconnect c'était assez abstrait. Et j'ai le malheur de vous dire que la prochaine vidéo, ce sera pire. Donc j'espère que vous avez apprécié ça. Voilà, parce qu'il va y avoir des calculs de la mort pour démontrer les théorèmes de Dirichlet, les théorèmes de convergence, etc. Enfin bref, j'espère quand même que je ne vous ai pas trop démoralisé. Bravo à ceux qui vont regarder tout jusqu'au bout. Et à bientôt pour la suite.